Le titre militantisme, opinion publique et ingénierie sociale, en fait l'idée c'est d'essayer de réfléchir à ces trois termes, hein, et puis mais aussi de vous donner des éléments pratiques, puisque en fait le militantisme consiste en fait à transformer l'opinion publique au moyen de l'ingénierie sociale. Alors l'ingénierie sociale, c'est un terme, maintenant vous êtes peut-être un peu plus familier de ce terme, du fait que vous me connaissez, voilà, mais bon, c'est en fait au sens du piratage informatique, ça consiste en fait à pirater l'utilisateur de la machine, et non pas la machine elle-même. Donc en fait c'est ni plus ni moins que du piratage psychologique, puisque l'utilisateur, c'est le facteur humain, et en fait qu'est-ce qu'on va pirater? On va en fait pirater la programmation psychologique de votre cible humaine. Alors tout ça, j'ai une approche en fait un peu comment dire que Heidegger appellerait le Gestell, c'est-à-dire la réification, la chosification, mais de fait les experts en sécurité des systèmes mettent sur le même plan le sujet et l'objet. Ça vient de la cybernétique. La cybernétique c'est l'analyse des systèmes, notamment sous l'angle de la sécurité des systèmes, et un sujet en fait, peut être mis exactement sur le même plan qu'un objet. Donc en fait, un expert en sécurité informatique va modéliser le système avec un sujet, l'utilisateur, le facteur humain, un objet, la machine, mais en fait il n'y aura pas de différence qualitative entre les deux. La différence est simplement quantitative en quelque sorte. Et en fait, ou du moins il peut y avoir une différence qualitative, mais qui ne sera pas une différence, on pourrait dire, de dignité ontologique. L'utilisateur de la machine est placé sur le même plan que la machine qui l'utilise. Et de toute façon, il y a des effets effectivement de feedback de l'information, c'est-à-dire que la machine influence le comportement de son utilisateur de la même manière que l'utilisateur influence le comportement de sa machine. Voilà, donc il faut effectivement s'imprégner de cette vision d'ensemble, cette vision cybernétique du monde, parce que en fait c'est celle du pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir en réalité n'a plus guère d'idéologie. Le pouvoir en fait essaye de taper au cœur même de ce qui constitue la biomasse, en fait, ce qui constitue les sociétés humaines. Et c'est pour ça qu'on va vers le transhumanisme. C'est-à-dire que, en 2005, j'ai adhéré à l'association, la Société francophone de mémétique, qui m'a permis de rencontrer des gens qui venaient du milieu du consulting, le milieu des consultants en marketing, en management et en sécurité des systèmes. Et donc en 2005, ils étaient déjà tous fascinés par le transhumanisme. Pourquoi? Parce que le transhumanisme, justement, ne distingue plus le vivant et le non-vivant. Donc ne distingue plus les sujets et les objets. Enfin, du moins, c'est une distinction on pourrait dire marginale. C'est pas une distinction ontologique. Et en fait, c'est cet univers-là, ce monde, des consultants, qui dirigent vraiment nos sociétés occidentales. Parce que c'est eux qui définissent les éléments de langage, le récit, et surtout les méthodes pour normaliser, banaliser tel ou tel récit. Alors, je vais vous rapporter une petite expérience. C'était en novembre de l'an dernier. Donc, je suis allé à la réunion de l'association des Serbes de Paris, des Serbes de France, qui organisait donc une réunion sur Paris dans un bâtiment qui est entièrement consacré à l'activité de lobbying. C'est-à-dire que les Serbes de Paris veulent se constituer en lobby pour peser en politique. Et donc pendant il y avait 3 ou 4 orateurs qui ont défilé, et ils disaient bien, voilà, il y a certains pays étrangers, les États-Unis, Israël, etc., qui ont en fait des porte-paroles à l'Assemblée nationale. Nous aussi, Serbes, nous avons des gens qui peuvent représenter nos intérêts à l'Assemblée nationale française. Et ils en avaient compté 8. C'est essentiellement dans les milieux souverainistes. Il y en a un au Rassemblement national qui est bien connu, et qui lui-même est d'origine serbe, c'est Alexandre quelque chose, avec un nom qui se termine en itch, comme souvent. Et puis voilà, ils avaient repéré que Dupont-Aignan aussi était plutôt pro-serbe, etc. En gros, en fait, toute la sphère un peu nation, souverainiste, patriote est plutôt pro-serbe. Donc ils avaient compté. Et puis il y en a qui en plus ont des origines en ex-Yougoslavie. Ça peut, sur une base identitaire, ça crée des liens.
Et donc, bon, mais ils estimaient que finalement, bon, 8 représentants de la cause serbe à l'Assemblée nationale française, c'était pas assez. Et en fait, ils se posaient la question comment on va faire pour en fait en avoir plus. Voilà, bon, je dirais de manière un peu latérale, en fait, bon, parfois quand on regarde un petit peu ce qu'est la France, on a l'impression que c'est un peu une espèce de moulin, en fait, et que tout le monde rentre, enfin le monde entier vient chez nous pour nous utiliser, parce que bon, c'est vrai qu'on a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, et puis qu'on a encore des restes de l'empire colonial, etc. Donc on a une surface linguistique avec le français, et en fait, bon, les petits pays, ou de taille plus ou moins variée, en fait, essayent vraiment d'utiliser la puissance, on pourrait dire, diplomatique française, et puis bon, les restes, en fait, de la puissance française, dans leurs intérêts. Il n'y a pas que les Israéliens, en l'occurrence. Donc il y en a effectivement qui ont commencé il y a un certain temps, donc qui ont en fait quelques longueurs d'avance. Bon, là maintenant, c'est au tour des Serbes de se dire, bon, voilà, on va, on va infiltrer le paysage, enfin le milieu politique français. Enfin, j'ai trouvé ça marrant. Mais alors, surtout, je vais vous lire donc un descriptif, parce que dans ce bâtiment qui est dans le 20e arrondissement et qui est entièrement consacré à l'activité de lobbying, donc à l'activité militante, et donc à la modification de l'opinion publique en faveur du lobby machin ou truc, puisque là, ce que veulent les Serbes, c'est que, en gros, l'opinion publique française soit favorable aux Serbes, comme les Israéliens veulent que l'opinion publique française soit favorable aux Israéliens, comme les pro-palestiniens veulent que l'opinion publique française soit favorable à la Palestine, et blablabla, blablabla, comme les pro-russes, ou les Russes, etc. Donc bon, en fait, la seule différence entre tous ces lobbies, c'est qu'il y en a qui sont plus puissants que d'autres, mais en fait, ils ont tous la même méthode, et puis les mêmes intentions. C'est de prendre le contrôle de l'opinion publique française. Et donc, alors là, je vais vous lire. Donc c'était en fait, alors donc dans les couloirs, quand on circulait entre l'entrée du bâtiment et la salle de réunion qui était un peu organisée comme un petit amphithéâtre, on pouvait circuler dans les couloirs et regarder. Donc de chaque côté du couloir, il y avait des salles qui étaient organisées avec un ordinateur à chaque fois, bon, un téléphone fixe, une table, etc. Bon, c'était un peu du mobilier Ikea, enfin, et puis à chaque fois, bon, donc il y avait un cartel, c'était un petit carton descriptif qui en fait indiquait en fait aux passants qu'est-ce qui se passait dans cette pièce. Bon, comme là, moi j'y étais un vendredi soir, bon. En gros, les gens n'étaient plus au travail, mais en journée, bon, en fait, c'est une ruche bourdonnante de lobby. Qui viennent bosser en toute légalité, puisque le bâtiment, enfin, je me suis un peu informé sur en fait son statut légal en quelque sorte. Bon, c'est sponsorisé par la mairie de Paris. Et parmi les descriptifs en fait des lobbies qui travaillaient, donc des militants qui travaillaient dans ce bâtiment. Donc j'ai photographié, voilà, bon vous voyez en fait, c'était accroché à l'extérieur, donc avec une pince métallique, parce que en fait ça peut se retirer, puisque je pense qu'il doit y avoir un roulement tous les 3 mois, tous les 6 mois, c'est un nouveau lobby qui vient occuper la pièce, et qui peut éventuellement inviter des gens dans un environnement comme ça, un peu, enfin je disais Ikea quoi, enfin voilà, c'était bon, c'est pas forcément les lobbies les plus riches ou les plus puissants qui viennent là, enfin évidemment. Bon là ça faisait un petit peu comment dire, un peu lobby, un peu bobo quoi en fait, donc où les gens viennent en vélo, etc. Et là en l'occurrence il y avait la description donc d'un lobby qui s'appelle Green Lobby, donc tout en anglais, et qui explique ce qu'il fait, quelles sont ses activités. Donc je vais vous lire ça. Et en fait, alors, on peut pousser des cris d'indignation, mais non, en fait, il faut faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans la peau d'un lobbyiste. Aujourd'hui, c'est un peu triste à dire, mais les Français doivent se mettre dans la peau de lobbyistes pro-français. Enfin, en fait, nous sommes une espèce de gruyère, en fait, de fromage avec des trous partout, et tous les lobbies du monde viennent en France. On est bien placé, on est un peu, enfin, au niveau des aéroports, etc. Enfin, ça facilite les choses. Et comme je vous disais, en fait, nous sommes en fait une espèce. Enfin, quand on fréquente comme ça, enfin, beaucoup les étrangers, etc. On se rend compte qu'en réalité, nous sommes comme une espèce d'outil. La France est considérée à l'international comme un outil d'influence. On est considéré vraiment comme un porte-voix potentiel de toutes les causes possibles et imaginables.
et cause nationale, hein, éventuellement possible et imaginable. Enfin, c'est au bout d'un moment, en fait, on se dit, mais bon, à un moment, il va falloir que ça cesse et qu'on reprenne un peu le contrôle, hein, je dirais, de la situation, et que nous devenions, hein, notre propre porte-parole avant toute chose. Hein, voilà. Mais alors, donc oui, donc je vais vous lire en fait. Donc un exemple, hein, de méthodologie. Hein, alors Green Lobby, alors voilà, il se présente comme tel. Hein, voilà, Green Lobby est un cabinet d'influence qui aide les acteurs de la transition écologique et sociale à devenir prescripteurs des politiques publiques. Voilà. Tout est annoncé déjà en une phrase. C'est pas fini. Hein. L'équipe Green Lobby accompagne des entreprises engagées et des associations pour mieux porter leur voix auprès des décideurs politiques et faire voter des lois à la hauteur des enjeux de notre siècle, en utilisant les mêmes techniques que les lobbies historiques. 2 points. Amendement prêt à l'emploi, virgule. Maîtrise du jeu politique, virgule. Power mapping. En parallèle, Green Lobby développe sa propre recette, création d'alliances innovantes, mobilisation des ONG et des citoyens, expérimentation sur le terrain. 3 petits points. Voilà. Donc là, bon, vous avez, hein, tous les éléments de langage, toute la phraséologie un peu politiquement correcte, hein, de cet univers, hein, du consulting international et du lobbying international. Mais bon, comment dire, le problème, c'est que c'est peut-être un peu déplaisant, un peu irritant, en fait, hein, puisque bon, c'est présenté toujours d'une manière, en fait, enfin, le but, c'est toujours, en fait, de lubrifier, en quelque sorte, comment dire ça, des projets qui, en réalité, sont des projets de domination pure et simple, hein, et de prise de contrôle, etc. Donc, mais il faut effectivement s'imprégner, en fait, hein, de toute cette méthodologie, hein, et ne pas la mépriser, parce que ça marche. Alors ça marche jamais à 100%, ça marche jamais parfaitement, mais globalement c'est notre univers qui est façonné. Hein, enfin, nous sommes dans un environnement politique, hein, et métapolitique qui est entièrement façonné par cet univers. Donc, mon but, c'est toujours là, enfin depuis, je crois, 10 ans que je fais des conférences pour ER, hein, c'est en fait de vous initier, hein, à cet univers du consulting et de l'influence. Hein, qui est en fait qui en fait au niveau de la phraséologie remplace le terme de propagande. Hein, c'est-à-dire dans les années 1920, Édouard Bernays invente le terme de public relations, hein, de relations publiques, hein, parce que le terme de propagande, bon, en fait, était déjà connoté négativement. Et donc pour donner l'illusion que les États-Unis ne faisaient plus de propagande et qu'ils laissaient ça, bon, bah, à l'époque, dans les années 20-30, qu'ils laissaient ça à l'URSS, qu'ils laissaient ça à Mussolini ou à Hitler, eh bien, bon, Bernays a inventé cette expression de public relations, de relations publiques. C'est exactement la même chose que de la propagande, hein, fondamentalement. Mais ça peut même être un peu plus vicelard, hein, c'est-à-dire que ça peut aller vers la planification sociale. Donc là, bon, j'ai ramené quelques livres à vendre qui peuvent vous intéresser après, enfin, bon, je vous expliquerai. Donc il y a notamment un livre que j'ai préfacé qui s'intitule Conscience sous influence, dont l'auteur est Stuart Ewen, qui est historien de la publicité, et qui montre bien comment cet univers, hein, de la planification sociale, donc de l'ingénierie sociale, hein, c'est synonyme. L'ingénierie sociale, c'est en fait une approche de la société, hein, en termes d'ingénieurs. C'est-à-dire en fait, comme si c'était un objet tridimensionnel que nous allons déconstruire, reconstruire, hein, faire de la démolition contrôlée avec la société. Mais pour justement ne pas provoquer de réaction de refus, hein, il y a, hein, la dimension de furtivité, hein, qui vient s'ajouter, qui elle vient justement du milieu des pirates informatiques, dont l'objectif, hein, est de vous transformer, hein, de transformer la société, donc de vous transformer, mais en fabriquant votre consentement à votre propre transformation. Même si vous n'avez aucun intérêt à cette transformation. C'est ce que aussi le management appelle la conduite du changement. La conduite du changement, c'est une méthode largement répandue en entreprise, hein, qui vise en fait à fabriquer le consentement au changement dans une entreprise donnée, hein, même si l'entreprise n'en a pas besoin. Mais les actionnaires, eux, peuvent en avoir besoin.
Donc on va faire la compression d'effectifs pour dégager des marges bénéficiaires qui n'iront pas forcément aux salariés, mais qui seront ensuite redistribuées aux actionnaires. Et pour ça, il va falloir convaincre les salariés de faire plus avec moins, donc de travailler plus pour gagner moins, ou de travailler plus pour gagner pareil, ou de travailler en sous-effectif, mais avec la même exigence de productivité. Donc tout ça, c'est des méthodes qui en fait visent à contourner les défenses immunitaires du groupe cible ou de l'individu cible, donc en fait qui visent à fabriquer le consentement, c'est-à-dire à ne pas risquer un refus. C'est plus subtil que finalement que la propagande classique. C'est vraiment la manière, comment dire ça. C'est même plus du piratage à ce stade, parce que le piratage ne demande pas le consentement à l'individu piraté, par définition. Donc là, en fait, on va au-delà même du piratage. C'est-à-dire que je fabrique votre accord à être piraté. Et j'arrive à vous convaincre. Bon, alors finalement, vous allez me dire, oui, mais tout ça, c'est un peu du blabla, parce que c'est ni plus ni moins que les techniques de conviction, les techniques de rhétorique classique. Bah oui, effectivement, et puis ça remonte comment dire, aux Grecs, encore une fois. C'est ce que Platon met en scène dans ses dialogues, quand il met en scène Socrate et les sophistes. Qui sont engagés dans des joutes verbales. Socrate essaye de convaincre en parlant de la vérité pure, les idées intelligibles, etc. Et les sophistes, en réalité, eux se fichent totalement de la vérité pure, c'est pas ça qui les intéresse, c'est l'efficacité. Donc il faut savoir être sophiste. C'est très bien, effectivement, de viser la vérité, mais bon, parfois ça marche pas, parce que les gens sont pas prêts. Donc il faut toujours avoir présent à l'esprit que pour être efficace dans la communication militante, il faut partir de l'état réel de l'opinion publique ou de l'opinion d'autrui, parce que là il y a plusieurs échelles, c'est-à-dire que ça peut être échelle individuelle ou l'échelle collective. Mais tout le monde part de l'opinion publique, il faut jamais oublier ça. Il y a une tendance un peu conspirationniste à dire que le pouvoir fait ce qu'il veut. Non. Même la finance doit travailler sur l'opinion publique. Même, je dirais, tous les oligarques, etc. Et d'ailleurs, ils travaillent, ils passent leur temps à fabriquer l'opinion publique au moyen des médias. Et puis ensuite, ça peut avoir une traduction dans les urnes. Mais le pouvoir suprême, de toute façon, est obligé de passer par le façonnage de l'opinion publique. C'est-à-dire que c'est un goulot d'étranglement. C'est une espèce de table ronde, et tout le monde va s'aboucher à cette opinion publique. Tout le monde va être autour, nous comme les autres, où c'est comme une corde, comme le tir à la corde. C'est-à-dire, oui, la métaphore est peut-être plus claire que la table ronde. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous là. L'opinion publique, c'est la corde, et nous essayons tous de la tirer dans notre sens. Alors, le fameux le jeu là, du tir à la corde. Comme c'est une corde. En fait, il n'y a que deux équipes en général. Mais là, il faut se représenter une espèce de tir à la corde où il y aurait 40 cordes, par exemple, et 40 équipes qui chacune tire dans son sens. Et c'est ça le champ de bataille. Et cette opinion publique, cette espèce de corde dans le jeu de tir à la corde, c'est que du langage, fondamentalement. Et nous façonnons l'opinion publique par la parole. Par la parole, avec la base émotionnelle, donc la fameuse musicalité qui doit être respectée. C'est-à-dire que, ça c'est les techniques de com, si vous voulez être convaincant, il faut parler doucement. Aujourd'hui, en tout cas, dans nos sociétés démocratiques, féminisées, etc., si vous êtes à une tribune et que vous gueulez comme, comme Hitler ou comme... non, mais ça marche plus, quoi, en fait. Alors ça peut marcher un petit peu, une fois de temps en temps, quoi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus efficace d'être dans la douceur et, dans la... comment dire ça, parce que quelque part, quelqu'un qui s'excite à une tribune, on se dit, ok, c'est son point de vue. Voilà. Mais si vous parlez tranquillement, et bien là, vous pouvez donner l'illusion que vous présentez des vérités objectives. Voilà, comme un scientifique qui présente ses résultats sans émotion. Donc il est important de ne pas laisser transparaître d'émotion quand vous êtes sur le terrain militant. Alors le terrain militant, il peut être de diverses sortes. Ça peut être au boulot, à la machine à café.
Voilà, vous pouvez effectivement travailler sur vos collègues, hein, par exemple. Ça peut être, alors dans les organisations conventionnelles, hein, enfin, je veux dire les partis politiques. Hein, enfin, là, on est dans une année électorale, donc il va y avoir des tractages sur les marchés. Vous allez recevoir des bulletins, enfin des tracts aussi dans vos boîtes aux lettres. Donc ça, c'est l'activité politique militante classique. L'activité métapolitique, hein, c'est-à-dire les associations ou les lobbies. Hein, mais dans tous les cas, bon, enfin, en gros, ça fonctionne toujours un petit peu de la même manière. Dans un premier temps, hein, si vous êtes, enfin, dans un premier temps, enfin, il faut jauger assez rapidement à qui vous avez affaire. Mais dans un premier temps, il ne faut pas dire, enfin, sauf si vous avez votre tract et que l'information est explicite. Si vous distribuez votre tract, par exemple, là pour les européennes. Si vous êtes, je sais pas, chez Philippot et que vous distribuez votre tract sur le Frexit, bon, vous risquez effectivement de provoquer une réaction de refus, parce que bon, globalement, les gens n'ont pas spécialement envie du Frexit, même s'ils commencent à bougonner, les agriculteurs, etc. Ils disent oui, il y en a marre de la politique agricole commune, etc. Mais le concept de Frexit, hein, le mème Frexit, hein, vous avez entendu parler des mèmes, hein, c'est-à-dire en fait, tout simplement les idées, quoi. L'idée du Frexit prend son temps à cheminer dans l'opinion publique, hein, c'est-à-dire dans l'intelligence collective, mais n'est pas encore généralisé, banalisé, normalisé. Ça fait encore peur. Donc en fait, si vous distribuez vos tracts sur un marché, vous allez dans un premier temps provoquer plutôt une réaction de refus. Donc là, c'est mauvais. Là, vous êtes, le piratage est raté. Donc en fait, si vous voulez, malgré tout, en quelque sorte, faire cheminer, hein, ce concept de Frexit dans l'intelligence collective, hein, dans l'opinion publique, bon, il faut peut-être parler d'autre chose dans un premier temps. En fait, bon, il faut comprendre quelque chose, c'est que dans un premier temps, la première étape de l'ingénierie sociale, hein, c'est-à-dire d'une opération d'ingénierie sociale, d'une opération psychologique, bien souvent, c'est ce qu'on appelle l'hameçonnage. Hein, c'est le phishing en anglais. C'est-à-dire que vous attrapez un poisson, hein, c'est-à-dire que vous lui promettez, finalement, alors là, la métaphore est très parlante, hein, c'est-à-dire que quand vous faites de la pêche à la ligne, au bout du crochet, hein, qui va attraper le poisson, il y a un asticot. Le poisson pense qu'il va faire un bon repas, puisqu'il voit un petit asticot là, voilà, et finalement, bon, en fait, c'est le poisson, hein, qui va finir dans l'assiette, qui va finir en tant que repas. Vous devez faire la même chose, vous devez en fait attraper, hein, vos cibles sans les effrayer. Évidemment, s'il n'y a pas l'asticot, bon, en fait, le crochet va effrayer le poisson. Donc c'est raté. Donc il faut effectivement attirer, hein, il faut hameçonner, il faut ne pas effrayer, ne pas créer de méfiance. La base de la base en ingénierie sociale, c'est de prendre le contrôle des relations de confiance, d'indifférence et de méfiance. Et bien souvent, ça consiste à usurper l'identité de quelqu'un pour abuser de la confiance de quelqu'un d'autre. Là, en l'occurrence, hein, le pêcheur sur la rive avec sa canne à pêche se fait passer pour un asticot, finalement. Hein, puisque il abuse, en fait, il usurpe l'identité de l'asticot, hein, c'est-à-dire du repas potentiel pour le poisson, hein, après avoir usurpé l'identité de l'asticot, en fait, donc il abuse de la confiance du poisson, et le poisson finit dans une assiette. Donc voilà, donc il faut effectivement ne pas hésiter, hein, en fait, à évoluer, hein, dans ce marigot, hein, dans cet univers, hein, mais il faut en prendre le contrôle. Pour soi-même déjà ne pas tomber, hein, dans le piège, ne pas devenir soi-même le poisson qui finira dans l'assiette, parce que c'est aussi le risque. Hein. Donc déjà pour ne pas en fait se laisser abuser, faut être conscient, hein, que et ça on le sait parce que le pouvoir ne fait que parler de ça. Là en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les éléments de langage des politiques ou de l'OMS ou du Forum économique mondial, il ne parle plus que de ça, c'est-à-dire la perte de confiance des populations vis-à-vis, hein, du pouvoir politique, vis-à-vis de l'OMS, hein, c'est-à-dire des autorités de santé, et il s'en alarme.
Et c'est pour ça que, en fait, la critique, par exemple, des vaccins va être qualifiée de dérive sectaire. Hein, c'est en fait parce que la confiance est perdue. Fondamentalement, la confiance entre le peuple et les autorités de santé est en chute libre. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, il faut pousser le pouvoir dans ses retranchements. Il faut le pousser à sortir du bois. Il faut le pousser finalement à arrêter l'ingénierie sociale pour revenir aux méthodes autoritaires où, en fait, Big Brother est visible de tous. Parce que notre problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société dirigée par Big Brother, de toute façon. Mais c'est un Big Brother diffus. C'est le panoptique là de Michel Foucault. C'est en fait en fait on sait jamais exactement où est le pouvoir et surtout en fait il procède par la séduction, par la reformulation permanente finalement du système. C'est-à-dire qu'il renomme en fait les choses et il utilise effectivement les méthodes de séduction, donc issues du marketing et les méthodes de conviction par le plaisir en fait, par l'hédonisme et toutes ces choses-là. Enfin tout ce qui en fait abaisse le seuil de méfiance. Donc dans un premier temps, en fait, le pouvoir, et nous qui venons en quelque sorte concurrencer le pouvoir, il faut se placer dans cet état d'esprit. En fait, nous sommes des outsiders. Nous venons concurrencer le pouvoir sur son terrain. Le terrain du pouvoir, c'est en fait la parole. Et en fait, comment justement prend-il, en période, on pourrait dire de société de consommation, le pouvoir d'abord en fait vous dit ce que vous voulez entendre. C'est-à-dire et dans un deuxième temps, en fait, il vous fait bouger. Mais dans un premier temps, il va vous donner du plaisir. Donc il va en fait vous dire ce que vous voulez entendre, ce qui va déclencher en fait des sensations agréables dans votre cerveau, ce qui va abaisser le niveau de stress, donc le niveau de vigilance. Donc bon, maintenant effectivement, ce qu'il faut c'est faire monter le niveau de méfiance, donc de stress et de vigilance de la population vis-à-vis du pouvoir. En fait, nous sommes tous militants. Le pouvoir lui-même est aussi dans une pratique militante, parce qu'en fait, son pouvoir n'est jamais définitivement acquis. Ça, faut pas surestimer l'intelligence du pouvoir déjà, mais il faut pas surestimer le pouvoir du pouvoir. Vous voyez, dans les deux sens du terme. Faut pas surestimer la puissance du pouvoir. Le pouvoir passe son temps à travailler sur l'opinion publique. Pourquoi ? Parce que en fait, elle peut toujours, si elle n'est pas travaillée en permanence au quotidien, elle peut toujours reprendre, on pourrait dire, sa forme naturelle. C'est-à-dire, en fait, décentralisée, etc. Et voilà. Alors que là, en fait, le pouvoir passe son temps à fabriquer notre consentement à quelque chose de contre-nature, qui est une centralisation totale, ce qu'on appelle le mondialisme, centralisation totale, et puis en plus, là on est en train de sortir de la sélection naturelle, avec le LGBT et tous ces phénomènes. Donc en fait, le pouvoir sait pertinemment que s'il nous laisse tranquilles, s'il ne travaille pas en permanence sur l'opinion publique, s'il ne fait pas un lavage de cerveau 24 heures sur 24 en permanence, nous revenons à nous-mêmes. Parce que en fait, l'idéologie du pouvoir est tellement loin en fait, de l'instinct de conservation, que pour pervertir notre instinct de conservation et l'inverser, pour fabriquer finalement notre consentement à notre propre suicide, le pouvoir est obligé de travailler, mais sans arrêt, et d'investir des milliards d'euros, de dollars, de ce que vous voulez, pour prendre le contrôle de cette opinion publique, de cette intelligence collective. Et s'il arrête, très rapidement, nous revenons à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sortons de l'hypnose, puisqu'en fait, ce travail sur l'opinion publique, c'est un travail de type hypnotique, qui consiste à vous faire accepter les mots du pouvoir. Donc dans un premier temps, je dois dire, pour vous pirater, je dois vous dire ce que vous voulez entendre. Donc ça, c'est la première phase d'hameçonnage, je vous donne du plaisir, et puis ensuite, je vous fais bouger. Voilà, graduellement, par étapes. Vous avez entendu parler de la fenêtre Overton, par exemple, ou de la méthode des nudges. C'est-à-dire par petites incitations, et si possible dans un esprit ludique, je vous fais bouger graduellement, et surtout je modifie votre seuil de tolérance. Donc, et je modifie aussi votre perception de la normalité. Ce qui était normal, ce qui était anormal ou condamné à une époque peut devenir normal
la pédophilie par exemple, la pédophilie donc est condamnée à telle époque, le but du pouvoir aujourd'hui est de la normaliser, de la légaliser, même de donner ça comme horizon de l'humanité. Voilà. Donc voilà. Bon, première chose en fait, si vous ne voulez pas provoquer tout de suite la méfiance de votre cible, donc si vous voulez la travailler plus facilement, voilà, il faut lui dire ce qu'elle veut entendre. Première chose. Donc, mais inversement, vous-même, méfiez-vous des gens qui vous disent ce que vous voulez entendre. Un bon ingénieur social, c'est quelqu'un qui sait aussi se protéger des influences malveillantes. Donc de l'usurpation d'identité et de l'abus de confiance. Ça, c'est les deux piliers au sens de Kevin Mitnick, donc l'inventeur, le récupérateur, je sais pas comment dire ça, le pirate informatique qui s'est approprié cette notion de social engineering, donc de travail sur le lien social. Parce que le travail sur la confiance ou sur la méfiance, c'est un travail sur le lien social, donc sur la structure du lien social, donc la structure de la société. Donc là, moi, mon but, c'est en fait, c'est un peu comme si on était dans la jungle amazonienne, voilà, parce que c'est ça, voilà, une modélisation, une schématisation de l'intersubjectivité, c'est-à-dire du lien social. Tout ça, c'est synonyme. Donc là, voilà, moi, comment dire, c'est comme, je sais pas si vous êtes déjà monté là en haut de l'Arc de Triomphe. À Paris, là, vous avez les avenues en face de vous. Et ben voilà, il y a 3 grandes avenues dans le lien social, c'est-à-dire dans l'intersubjectivité, c'est-à-dire dans ce qu'il y a entre nous. Il y a donc la confiance, la méfiance et entre les deux l'indifférence. Donc là, en ce moment, j'exploite par exemple la confiance, puisque vous me faites confiance. Voilà, donc je peux vous pirater, parce que vous vous ouvrez à moi. Voilà, donc je peux commencer à bidouiller vos programmes et vous reprogrammer avec votre accord. En fait, toutes les techniques de séduction, qui sont souvent inconscientes ou subliminales, semi-conscientes, en fait, elles sont mises en conscience et utilisées, comme des vraies méthodes, pour peser sur le comportement d'autrui. Et pour peser sur le comportement d'autrui, donc on peut le faire directement, en fait, en enfermant quelqu'un dans une cage ou je sais pas quoi, ou en tout cas en pesant sur son corps. Mais bon, en règle générale, on passe plutôt par le langage, c'est plus civilisé. Mais on peut prendre le contrôle du comportement de quelqu'un par la parole. Et donc là, en fait, j'utilise la métaphore de l'hypnose. Qu'est-ce que fait, dans un spectacle à Las Vegas ou je ne sais où, qu'est-ce que fait l'hypnotiseur ? En fait, il prend le contrôle complet du comportement d'autrui, il aliène autrui littéralement. L'hypnotisé est dans un état d'aliénation. C'est-à-dire que l'hypnotisé prend la parole de l'hypnotiseur pour sa réalité. C'est-à-dire que, en fait, mon but, finalement, en tant qu'ingénieur social ou en tant que, je sais pas, même, on pourrait dire en tant que leader d'opinion, si je me positionne comme leader d'opinion, je sais pas, un prophète, ou n'importe qui, un leader politique, vise à ce que sa parole devienne votre réalité. Voilà, donc je dois dire ce que vous voulez entendre, premièrement. Mais ensuite, si mon but c'est de vous transformer, évidemment, en fait, je vais jouer avec les connotations, les dénotations, pour modifier le sens des mots progressivement. Mais en fait, à la fin, mon but, fondamentalement, j'ai gagné à partir du moment où vous reprenez mes éléments de langage. C'est suffisant. C'est tout simple. Dans la mesure où vous acceptez mon récit des événements, dans la mesure où vous reprenez les mots que j'utilise, dans la mesure où vous reprenez mes éléments de langage et mon storytelling, mon récit, en fait, j'ai gagné. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai modifié votre programme sémantique. Donc en fait, vos routines, votre algorithme. Après, on peut encore modéliser tout ça, parce qu'il y a en fait un algorithme racine qui lui-même, en fait, c'est votre clivage fondateur. Ça, c'est en quelque sorte ce qui va me permettre de construire carrément votre réalité entière. C'est-à-dire que, en fait, nous sommes dans, le récit que nous produisons sur le monde, c'est notre réalité. Après, Lacan va dire oui, mais il y a encore autre chose au-delà de la réalité, c'est-à-dire au-delà de la construction sémantique dans laquelle nous vivons, il y a le réel. Et le réel, c'est ce qui fait limite
Hein, c'est ce qui, comme sa phrase, c'était le réel, c'est quand on se cogne. Hein, d'où l'expression le retour du réel, quoi. Donc le réel, en fait, ça c'est la théorie lacanienne est bien pratique pour ça, parce que bon, en fait, il a utilisé comme justement l'impact du langage sur les émotions et sur la construction complète de la vision du monde. Donc je dois tout à Lacan, enfin, en tout cas à la psychologie en général, plus qu'à la philosophie même. Mais disons que pour, en fait, le but finalement de l'ingénierie sociale ou le but du pouvoir, c'est de vous enfermer littéralement dans une réalité virtuelle, construite avec les mots du pouvoir. Donc c'est de l'hypnose. Qu'est-ce que fait l'hypnotiseur? Il enferme l'hypnotisé dans une réalité virtuelle complète, construite avec les mots de l'hypnotiseur. Vous devez faire la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, moi je me suis mis à tout ça en 2011, concrètement. En 2011, souvenez-vous, il y a les printemps arabes, donc les révolutions colorées, la série de révolutions colorées dans les pays là, arabes du pourtour du méditerranéen. Donc ça commence en Tunisie, ça se prolonge en Libye, en Égypte et en Syrie. Bon, vous savez le résultat, la Libye entièrement détruite, la Tunisie on ne sait pas trop apparemment, enfin bon, ça s'est tassé quoi en fait. En Égypte, donc il y a eu un coup d'État et un contre-coup d'État, puisque les frères musulmans, enfin qui étaient à la manœuvre en fait, ont placé Morsi. Et ensuite, bon, c'est Sisi qui a repris le contrôle de la situation. Et puis en Syrie, c'est presque toujours en cours en fait, parce qu'il y a toujours l'agitation dans les provinces, dans la province du Sud, la Soueda. Claude connaît bien le sujet. Donc c'est pas totalement fini en Syrie, et puis en plus les Américains ont 2-3 bases, etc. Donc ils ont profité de la situation évidemment pour commencer à s'installer. Bref, tout ça pour dire que, en fait, avec le lavage de cerveau, surtout sur la Syrie, j'en pouvais plus quoi. Donc je me suis dit, je vais aller sur les réseaux sociaux et je vais essayer de faire de la réinformation avec mes petits bras musclés. Par exemple, moi ce que je faisais en 2011, c'est que j'essayais de trouver tous les articles où il y avait un peu de vérité quand même. Et par exemple, il y avait une interview de François Hollande dans Le Parisien, donc c'est voilà, le président de la République qui s'exprime lui-même dans Le Parisien, donc bon, média en dehors de tout soupçon, où il dit oui, nous avons envoyé des armes aux rebelles modérés. Voilà, donc en fait, là, donc faut pas être trop ambitieux au début en fait, mais avec cet article-là, donc que je postais sur des pages Facebook, en fait, je faisais avancer les choses. C'est-à-dire que malgré tout, je voyais des réactions de gens qui ne savaient même pas que la France était impliquée d'une manière ou d'une autre et qui pensaient que c'était les Syriens entre eux. D'où l'expression de guerre civile. À partir du moment où la France envoie des armes aux rebelles, même modérés, bon, ce n'est plus une guerre civile. Il y a ingérence française. C'est en 2011 là que je me suis pris de passion pour le dossier syrien. Je me suis dit, mais mon pays, qu'est-ce que fout mon pays en Syrie à envoyer des armes aux rebelles modérés? Et donc là, bon, voilà, donc j'ai commencé à m'intéresser à la question syrienne à partir de là. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le plan technique, je n'avais qu'une connexion, je n'avais que Wi-Fi et Facebook. À l'époque, j'étais pas sur VK ni sur Twitter. Mais je faisais ça du matin au soir, enfin, du moins quand j'avais le temps. Et j'allais sur donc les pages en général gauchistes, parce que les gauchistes sont très pro-palestiniens, mais sont aussi très anti-syriens. Ce qui est totalement illogique, Non, mais ça tient pas debout, Mais j'allais sur les pages de Mélenchon ou des syndicats qui hurlaient contre Bachar el-Assad, le boucher de Damas, etc. Et je postais, en fait, de ce genre d'article où il était avoué que la France faisait de l'ingérence en Syrie et que c'était pas une guerre civile où les Syriens s'entretuent. Donc dans l'idéal, il faut toujours utiliser la force de l'adversaire, tu vois, utiliser les sources qui viennent du système pour les retourner contre lui. Donc ça suppose effectivement de faire une veille informationnelle pour chercher dans la masse de la désinformation, les éléments de réinformation. C'est toujours possible, il y en a toujours. Et quand c'est pas le titre, parce que là, souvent, en fait, le titre suffit, parfois, mais parfois, bon, il faut lire un petit peu et puis isoler une phrase du texte et la copier-coller en tête, au-dessus de la ligne HTTP, quoi. Voilà. Donc ça, c'est en fait quand on n'a pas de moyens, tu vois, quand on est tout seul, etc. Ensuite, alors on peut s'appuyer comme tremplin, on peut utiliser tout l'univers métapolitique des assos, ER par exemple, l'univers politique des partis politiques, qui sont des moyens de faire passer des idées aussi. Quoi d'autre encore
Voilà, puis bon, après, bon, ou les ONG, je sais pas, enfin, tu vois, bon, après, il faut regarder et puis voir quels sont nos outils. Hein, alors, il faut savoir quelque chose, c'est que, donc, si vous travaillez à modifier la réalité d'autrui, hein, parce que comme l'hypnotiseur travaille à aliéner autrui dans une nouvelle réalité, hein, ou la propagande de guerre, hein, enfin, pour fanatiser quelqu'un, ce quelqu'un ne doit avoir aucun doute. Hein, si vous voulez fabriquer du djihadiste, fabriquer du nazi ukrainien, évidemment, il faut évacuer tous les doutes, hein, sur la représentation des choses. Donc en fait, l'individu cible, hein, qu'il faut fanatiser, qu'il faut radicaliser, doit être non pas dans un discours, mais dans une réalité complète. Enfin, le nazi ukrainien perçoit Poutine ou la Russie vraiment comme un ennemi dans sa réalité. Hein, c'est pas simplement, comment dire, un discours et une discussion. Le djihadiste pense vraiment qu'il faut faire tomber le régime laïque et mécréant de Bachar el-Assad, par exemple. Voilà, et parce qu'ils sont dans leur réalité, dans une réalité parallèle, enfin par rapport à nous, dans une réalité alternative. Et en fait, il faut être ambitieux, hein, il ne faut pas se contenter de gagner les joutes verbales. J'ai envie de dire, il faut essayer d'aller au-delà de ça, il faut essayer d'enfermer autrui dans une nouvelle réalité aussi. J'en suis arrivé à cette conclusion qu'en fait, la réalité repose, enfin, ce qu'on appelle la réalité, bon, premièrement, ça repose sur de la confiance, hein, évidemment, hein, c'est-à-dire, alors là, vous allez comprendre tout de suite où je veux en venir. Si la méfiance commence à monter, hein, dans une équipe de foot ou d'un sport collectif, eh ben le ballon va arrêter de circuler tout simplement. Et c'est la réalité même de l'équipe qui commence à se disloquer, à se fragmenter. Bon, et donc en fait, hein, et c'est la même chose. Par exemple, si la confiance disparaît dans un couple, par exemple, tout simplement, c'est la réalité du couple qui disparaît. C'est peut-être plus facile à comprendre qu'avec une équipe de foot. Mais dans tous les cas, un bon entraîneur de handball ou de football doit créer de la confiance. Hein, il fait du team building, il crée une équipe et il doit créer de la confiance entre les joueurs. Hein, et de la même manière, je ne sais pas, quand les couples vont chez le psy parce que ça se passe mal, le psy doit recréer de la confiance entre les deux partenaires du couple. Voilà, donc premièrement, là, et c'est pour ça que c'est très important, hein, de comprendre ça. Ce que je veux dire, c'est que prendre le contrôle des relations de confiance et de méfiance, ça va au-delà même, hein, en fait, comment dire ça, de ce qu'on peut tirer d'autrui, quoi. En fait, ça permet de construire la réalité complète. Un recruteur, par exemple, dans le 9-3 en Seine-Saint-Denis, qui veut recruter, enfin j'en ai croisé un, une fois dans ma vie, je suis tombé sur un recruteur pour Daesh. Enfin, à l'époque, c'était pas encore Daesh, c'était Al-Nosra ou je sais plus où. Parce que Daesh apparaît vraiment, c'était en 2014, si je me souviens bien, là c'était en 2013. Bon, bref, en fait, le type, évidemment, bon, il se balade en tenue ethnique arabe, là, enfin, une espèce de chemise de nuit, etc., et il se positionne, et évidemment, en fait, comme digne de confiance, hein, avec son auditoire. De la même manière que je connais sur la place de Paris des recruteurs pour le régiment Azov. Bon, bah, c'est pareil, ils tiennent, enfin, il faut inspirer la confiance vis-à-vis, hein, des jeunes blancs, hein, qui ont envie de se battre, enfin d'aller se battre contre la Russie de Poutine, qui est en fait simplement, c'est le retour de l'URSS, etc. Et donc, pour enfermer quelqu'un donc dans une réalité parallèle, hein, puisque là je prends deux exemples de jeunes cons en fait, pour dire les choses clairement, qu'on va enfermer dans une réalité parallèle en exploitant leur biais psychologique, hein, c'est-à-dire un jeune mec de 20 ans qui a envie de se battre parce qu'il a de la testostérone, qu'il n'a pas de nana sous la main, etc. Comment va-t-il exploiter en fait son agressivité, hein, qui est naturelle, qui est normale. Bon ben voilà, on va exploiter tous les biais psychologiques, hein, de tel ou tel individu pour en fait l'engrainer, hein, comme on dit, c'est-à-dire l'enfermer dans une réalité complète sur la base d'une parole. Parce qu'il n'y a rien d'autre, hein, à la base. Hein, enfin, pour commencer à radicaliser un jeune con, en fait, ça commence avec de la parole. Donc ce sera à la mosquée machin, ce sera, je sais pas quoi, dans telle sauce de droite, comment dire, pro-ukrainienne, etc. Tout ça, je l'ai vu, hein, de mes yeux. Hein, donc je vous parle de choses que j'ai vues. Et donc ça, comment dire, et donc il faut un clivage fondateur. C'est-à-dire qu'en fait, hein, ça c'est ce que j'ai remarqué. Enfin bon, ça c'est parce que bon, c'est mon éducation philosophique, je subsume. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, je réduis le multiple à l'un. Donc en fait, bon, pour arriver, donc ça me permet d'arriver au programme Racine.
au programme comportemental racine de tout individu. Et en fait, pour construire la réalité d'autrui, donc je dois aller au programme racine. Ce programme racine repose toujours sur un clivage fondateur. Et en fait, la réalité, notre perception de la réalité a besoin d'un clivage fondateur. Par exemple, j'avais étudié aussi les techniques de recrutement, pas de retournement, je veux dire. En fait, quand par exemple les soviétiques ou la CIA chopaient un soldat, ou un type du renseignement adverse et voulaient le retourner, en fait, à chaque fois, il fallait inverser le clivage fondateur. Le clivage fondateur en période de guerre froide, c'était capitalisme versus communisme. Bon, ben voilà, il fallait inverser l'adhésion à l'un ou l'autre camp. Donc, votre travail, ça doit être ça. Pour aller même au-delà des joutes verbales, vous devez hausser votre niveau d'ambition pour aller jusqu'à la création de la réalité complète d'autrui. Et il faut pas avoir de scrupules, parce que sinon, en fait, on va perdre, tout simplement. C'est-à-dire que si on n'a pas le même niveau, on pourrait dire, je dirais, pas de méchanceté, mais je dirais comment ? De vice, de détermination, voilà, c'est ça, le même niveau de précision, en fait, que l'ennemi, qui lui, en fait, n'a aucun scrupule. Bon, en fait, tout simplement, on est des enfants de cœur, et puis, voilà, et on n'arrive à rien. Donc, c'est bon. Donc, tout ça, ça repose là-dessus, en fait, c'est-à-dire la perception d'un clivage fondateur avec. Alors là, je convoque une référence classique, c'est Carl Schmitt, le juriste allemand, qui disait voilà, bon, le geste fondateur de la politique, c'est la désignation d'un ennemi. Et donc, c'est la désignation, c'est la mise en place, la création d'un clivage fondateur. Et en fait, si vous remarquez bien, en fait, la plupart du temps, tout repose là-dessus. C'est en gros, nous avons, tout individu a son ennemi, son ennemi fondateur, son ennemi fondamental, qui induit le clivage fondateur. Voilà. Donc je vais arrêter là pour la partie théorique.